Après, j'essaierai de remettre ça en ligne. Donc, pour pouvoir charger les données Excel, il faut un read Excel. Pour pouvoir télécharger les données, il faut le package Aircurl. Vous voyez ici, j'ai mis des guillemets, l'autre, j'ai pas mis de guillemets. Est-ce que ça pose problème? Non, ça ne pose pas de problème. Ensuite, je vais faire tourner la ligne 5. Donc, ça veut dire que quand je vais taper URL, ben lui, il me donne toute l'adresse. Donc là, c'est là où se trouve le dossier qu'on doit aller chercher. Donc, si je mets ça dans une ligne dans l'Internet, il va retrouver. Et voilà, ça télécharge, ça pointe vers un dossier Excel. Et donc, le dossier Excel, ben, il se trouve ici. Copier l'adresse du lien, c'est le lien qui est là. Donc, le dossier avec les données se trouve ici. Et on va le télécharger avec R. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on lui dit où est-ce qu'on doit le charger, à partir de quelle adresse. Donc on a donné cette adresse. Ensuite, dest file. Bah, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le dossier dans lequel on va l'envoyer. Et l'adresse vers laquelle on va envoyer, le sentier est tronqué. Il y a un point slash. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas tout. Et pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le point slash avant, il faut qu'on fasse un get working directory. Donc c'est pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Get vd et puis parenthèse. Donc, get, c'est pour obtenir vd directory. Donc en fait, là où je suis, c'est dans le dossier thèse, etc. Donc ça ne me convient pas parce que je ne devrais pas être dans cet endroit-là. Donc je vais changer le dossier de travail. Je vais faire un set vd et puis je vais aller récupérer un sentier qui me convient mieux. Donc je vais me remettre dans un document informatique L3 info. Ensuite, session TD 2020, on va se mettre là. Donc je reprends. Monsieur, Oui, dis-moi. ce que vous faites, en fait, ça sert à aller chercher la base de données sur Internet au lieu de l'avoir sur son ordinateur, c'est ça? Ouais, en fait, on va la télécharger pour la mettre sur son ordinateur avec une ligne de commande. D'accord. Et ça, toutes les lignes de commande, elles sont sur votre site, c'est ça? Vous avez téléchargé sur votre site ou sur Internet directement? Ah, bah, j'ai une correction dont j'ai donné le lien vers la TD10. La correction est là. C'est un document HTML en ligne. Donc si tu cliques ici, Antoine, hein, tu as la correction, quoi. Merci. C'est tout ce qu'on va faire. Donc du coup, j'en suis à vous expliquer un truc qui n'est pas présent ici. C'est que lorsque je vais télécharger le dossier, il va l'envoyer dans le document, dans le dossier de travail courant. Donc ce qu'on appelle le Working Directory, WD ici, Working Directory. Donc quand je fais Get Working Directory, il me dit où est-ce que je suis. Je suis sur un truc où je ne devrais pas être. Là, c'est le travail de recherche à côté. Donc moi, je vais me remettre dans le dossier où je travaille avec vous. Donc j'ai été chercher le sentier de là où je travaille avec vous, dans TD Info. Je le prends, je le colle, sauf que comme d'habitude, il y a un petit souci avec les slash. Il faut que je change les slash. Et puis ensuite, je fais CTRL-Entrée pour faire un run. Donc normalement, j'ai changé le dossier où je travaille et je refais un get vd et c'est bien, je me trouve bien au bon endroit. Donc là, quand je vais faire download le file qui se trouve ici, je vais l'appeler data RH XLSX. Là, je vais le changer, je vais l'appeler comment je vais le mettre en minuscule avec un slash, avec un underscore, data RH. Et donc, il va se mettre ici avec encore un slash data RH XLS. Donc, je fais tourner, contrôle-entrée, et il s'est passé un truc, ça a chargé. Et puis, je vais dans mon dossier, et normalement, TD, le voilà. Donc 17h07, je viens de télécharger mon dossier qui se trouve sur mon disque dur et je l'ai mis là où j'avais envie de le mettre. Donc vous modifiez le sentier pour que ça corresponde à votre propre sentier, puisque vous n'avez pas un dossier Michael, etc. Vous avez un dossier Antoine, vous avez un dossier avec votre prénom, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut que vous changiez pour que ça aille au bon endroit. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous réussissez à charger? Et si vous n'y arrivez pas,
vous me donnez accès à votre écran et puis je vais regarder ce qui se passe. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Non. Cyriac, tu veux bien me partager ton écran, s'il te plaît? Donc, tu cliques ici, Cyriac, dans ces coins-là, et puis tu partages ton écran. Tu vas sur screen 1 tout à gauche. Comme ça, je pourrais regarder ce qui ne va pas. Tu arrives à partager ou pas? Allô, Cyriac? Oui, oui, en fait, j'avais pas activé mon micro, mais j'arrive pas à partager. C'est la flèche en haut à droite, c'est ça? C'est ça, là. Moi, c'est déjà partagé, donc Ah, d'accord. Et puis ensuite, sur les options, tu vas en bas à gauche, c'est le screen 1 qu'il faut choisir. Ok. Merci. Alors, on va voir ton dossier. Donc, tu vas dans RStudio, s'il te plaît. Alors, donc ça, tu le copies à partir de ma correction, Cyriac. D'accord. Tu vas sur Internet et tu récupères ma correction, hein, parce que sinon, tu vas te tromper. Ou bien, regarde, Cyriac, va sur, tu vois, séance 10. Tu vois le séance 10? Oui, j'y suis Eh là. ben, tu cliques droit sur RH données fictives. Ok, Clique droit. droit, copier Le l'adresse du lien. Et tu Ok. le mets entre les guillemets. Voilà. Maintenant, tu fais Run. Maintenant, tu redescends sur la ligne. Tu fais URL. Écris URL. D'accord. Contrôle entrée. Contrôle entrée. Et voilà, ça correspond à ce qu'il faut. Ensuite, tu copies donc la ligne suivante. Donc, tu vas sur la correction, TD10. Et D'accord. retourne sur le site. Hop. Donc, tu vas sur script TD10, voilà. Et puis ici, on est à la ligne un peu en dessous, là, URL, et puis download file. Tu vois là, tu peux prendre les 1, 2, 3, 4 lignes en dessous. Ouais. Prends tout ça, Ok. copier, coller. Alors, il va falloir modifier un petit peu. Tu vas en dessous de URL que tu as au-dessus, là, la ligne 6. Refais une ligne supplémentaire, entrée. Fais get, GET, WD, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Contrôle entrée. Donc, tu es sur tes documents. Tu n'as pas créé un dossier TD informatique? Si. J'ai créé un Alors, va dossier. chercher le lien. Retourne sur ton disque dur et va chercher le lien complet. Tu étais dans document. Ok. Maintenant, tu te mets dans la barre de tâches au-dessus, informatique. Clique à côté, clique un peu à côté, clique encore un peu à côté. Il va te donner le sentier. Voilà, copie-colle ça. Juste devant download file, là? Non, ouais, mais fais entrer sur la ligne 8. Tu fais 7, S-E-T, 7, WD, WD. entre parenthèses, entre guillemets, ou médire, ouais, c'est bon. Fais CTRL V. Maintenant, tu changes les slash. Tu les mets dans l'autre sens. D'accord.
Tu fais entrée, contrôle entrée. Ensuite, tu fais contrôle entrée. Mets-toi sur la ligne suivante. Je crois que ça n'a pas marché, Cyriac, parce qu'il y a le curseur qui prend que la parenthèse. Donc, enlève le curseur. Je vois presque rien, Cyriac. Tu peux pas mettre en plus grand écran, là, parce que moi, je vois rien. Là. On voit presque rien de ton écran. C'est normal? En plus grand. Il est tout petit, ton écran? Oui. D'accord. Dur. Donc, vas-y, fais tourner la ligne 9. Celui-là? Voilà. Vas-y, contrôle entrée. Voilà, ça a téléchargé. Maintenant, tu vas dans ton dossier, sur ton disque dur, et tu vas voir que le truc est chargé. Donc, modifiez-le, ça va être le dernier modifié. Clique sur modifier-le. Et non. Encore, dans l'autre sens. Pourquoi il n'y est pas? Reviens voir sur R, qu'on voit ce qui se passe. Alors, normalement, il est venu là où... Qu'est-ce qu'on a fait? Fais-moi voir un get, refais-moi voir un get working directory. Refais tourner la ligne 7, s'il te plaît. Ah oui, bah, il n'avait pas été changé. Donc, refais tourner la ligne 8. Et la ligne 9. Attends, il y a un problème. On a oublié d'enlever un slash après le C. Ah, d'accord. Refais tourner. Ah. Maintenant, on va voir dans ton dossier, il doit y être. Non, refais download, refais la 9, pardon. Refais la 9. Maintenant, donc il était téléchargé, mais il ne s'est pas mis dans le bon endroit. Retourne, et donc là, tu dois le trouver. Ah oui, data RH, c'est ça? Ouais, il est là. OK. Donc maintenant, on l'a téléchargé, donc je reprends la main. Merci, Cyril. Je vous en prie. Alors, monsieur, dis-moi. Pourquoi on crée une deuxième base, parce qu'on a déjà la base RH, pourquoi on crée la base RH1? C'est parce que c'était pour donner un nom, pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas en train de vous mentir et que, j'ai changé le nom simplement pour vous faire comprendre que c'était bien ce qu'on était en train de faire, quoi. Mais vous pouvez laisser des data RH parce qu'après, si vous mettez data RH1, eh ben, vous devrez tout changer après. Tu comprends? D'accord, donc nous, on peut supprimer la ligne avec RH1 pour juste travailler sur la base data RH. En fait, on lui dit ce qu'on veut. On télécharge un dossier et ensuite on l'enregistre avec le nom qu'on veut. D'accord, et donc on peut supprimer data frame aussi ou pas? Le data frame, il est où? Je parle de... Ah non, après c'est autre chose. Hein. Après c'est autre chose. Donc est-ce que vous avez tous réussi à télécharger les données dans le dossier où vous travaillez? Excusez-moi, monsieur. Ouais. C'est Mehmet qui vous parle. Je viens seulement de me connecter. J'ai eu des problèmes de connexion. D'accord. Mais c'était pour vous dire que j'étais bien ici, quoi. Ok, ça marche, merci. Merci. Et aussi, excusez-moi encore de reposer une question. Je voulais savoir, quand je ferme mon R, il me demande d'enregistrer aussi un truc qu'il appelle image. Je sais pas trop à quoi ça sert. En fait, j'ai l'impression que ça enregistre une data. Ça enregistre tout ce que tu as fait, y compris les variables que tu as créées, etc. Parce que la prochaine fois, si tu as besoin de tes variables, elles seront encore existantes. Tu vois, quand il y a mon file là, quand j'écris des variables, quand je fais des variables, tous ces, comment dire, data, etc. Toutes les noms que je donne URL, tu vois, URL, j'ai créé une variable sous R, et ben, elle sera enregistrée en même temps. URL, je ne sais pas où il est. Donc, tout ce qu'on est en train de créer, là, normalement, c'est enregistré dans... alors, variable, plot. Donc, c'est ça qu'on enregistre en plus. Alors, est-ce que vous avez réussi à télécharger les données et les mettre sur votre disque dur à partir de R? Antoine, tu as réussi ou pas? Oui. D'accord. Donc, je peux avancer? On va dire que oui. Alors, normalement, j'ai un dossier qui se trouve sur mon disque dur. C'est bien. Je l'ai téléchargé avec R, mais il n'est pas dans R. Simplement, je l'ai téléchargé grâce à R et je l'ai mis dans le disque dur. Maintenant, il faut que je le mette dans R. Et donc, pour ça, je fais un read Excel pour aller le chercher.
Et c'est pareil, je ne mets pas le sentier complet, je mets un point anti-slash ou slash, je confonds toujours, et puis je l'appelle avec le nom que je lui ai donné. Donc moi, je l'ai appelé petit slash, je change le nom puisque j'ai changé le nom. Donc maintenant, j'appelle le dossier que j'ai téléchargé sous Internet, je l'ai mis sur mon disque dur, et maintenant, je vais le récupérer du disque dur et je le mets dans la tête de R, et j'appelle ça RH. Et donc, si RH est là, eh ben, je le regarde, et oui, RH est là, sauf qu'on ne sait pas bien ce que c'est, parce qu'il y a des variables, il y a des qualitatifs, il y a des chaînes de caractères, on ne sait pas bien ce que c'est comme tableau. Donc en fait, ensuite, je vais lui dire, RH, tu vas me le transformer en data frame, donc en table de données, et comme ça, R saura un peu mieux ce qu'il doit en faire. Ensuite, je mets RH1, et là, vous voyez que c'est bien structuré, qu'il n'y a pas trop de blabla, et il sait mieux ce qu'il va en faire. Donc quand il télécharge le dossier Excel, il y a plein d'informations. Il ne sait pas si c'est un tableau, si c'est une matrice, il ne sait pas trop ce que c'est. Donc on lui dit, ça, tu le transformes en tant que data frame, donc tableau de données. Et ensuite, quand il est en data frame, eh ben, on va pouvoir commencer à bosser dessus avec Excel, avec R. Et donc la première fonction qu'on prend, bah, c'est head, donc tête, pour dire à R, montre-moi les 6 premières lignes du dossier. On peut lui faire l'inverse de head, c'est tile. On pourrait aussi lui faire quelque chose, on peut faire plein de choses avec différentes façons. Hein. On peut aussi appeler les 6 premières lignes de cette façon-là. On met entre crochets 1 jusqu'à 6, donc c'est les 6 premières lignes. Et puis ensuite, virgule, c'est les colonnes. Donc ça veut dire qu'on prend les 6 premières lignes avec toutes les colonnes. On obtient le même résultat. On pourrait aussi prendre les 6 premières lignes pour la troisième colonne, et on se retrouve avec plus que ça. Donc la troisième colonne, 1, 2, 3, donc c'est l'ancienneté. Donc on peut aller chercher, faire des requêtes à l'intérieur des bases de données avec ces façons d'écrire. Et puis on aurait pu aussi simplement prendre la première ligne et puis la troisième colonne, et là on trouve uniquement un point. Donc voilà. C'est bon, vous avez réussi à faire? Emeline, tu réussis à faire ce que j'ai fait? Mehmet, bah non, Mehmet, tu étais en retard, alors je sais pas comment. T'as récupéré les trucs, Mehmet? Regarde dans la discussion, essaie de voir. Ouais, je vais essayer de voir là. Alors, ouais, je te redonne tout le code, mais il faut que tu l'adaptes à ton ordinateur, quoi. Donc, je vais continuer. Donc, on a réussi à télécharger un dossier qui se trouvait sur Internet. On commence à le transformer en table de données pour qu'il puisse être facilement interprété par R. Donc, on regarde la tête, on regarde la queue. Ensuite, on lui demande de faire des statistiques descriptives. Donc, si on fait un summary sur un tableau de données, bah, il va nous donner les stats descriptives du tableau. Alors, il nous donne les stats descriptives sur les variables quantitatives. Hein. Sur les qualitatives, il est un peu perdu. Donc, pour le genre, comme c'est les caractères, il ne sait pas quoi en faire. Donc, on a les moyennes, hein. Les moyennes, médianes, premier quartile, troisième quartile, max, min. On peut continuer s'il n'y a personne qui a de problème. Ensuite, on va commencer à faire un truc nouveau. C'est le graphe à moustache. Donc, on appelle ça, c'est un box plot ici. Donc, on fait un graphique.
Donc le graphique à moustache, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la barre en dessous et puis au-dessus, bah, on va dire que c'est une moustache, quoi. Il faut avoir un petit peu faut avoir un petit peu d'imagination, mais de toute façon, ça se nomme comme ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu regarder dans le dossier RH1, dans la colonne ancienneté, et je voulais la distinguer en fonction du genre. Donc je fais les calculs pour l'ancienneté en fonction du genre. Et donc comme il y a deux catégories, homme ou femme, et ben, il me fait mon graphique à moustache en fonction de ces deux catégories. Tout le monde a réussi à faire? Mettez-moi un oui dans la discussion si vous ne voulez pas parler, mais j'ai pas l'impression d'avancer tout seul. Alors, qui c'est qui me parle d'habitude? Antoine, ça va? Ça va, là, je suis en train d'essayer de faire le box plot. Ouais, d'accord. Donc, ce qu'on fait là, quand on fait le dièse, c'est qu'on lui dit, regarde dans le tableau RH1, dans la colonne, avec ce nom. C'est pareil, je pourrais prendre ça et puis lui dire, vas-y, montre-moi ça, il va me sortir toute la colonne ancienneté. Et pareil pour, en fonction du genre, il va me redonner homme-femme, homme-femme, homme-femme. Ensuite, je peux faire un graphique à moustache horizontal. Donc, j'ai rien changé, sauf que je lui ai dit que je voulais qu'il le mette horizontalement. Voilà. Ensuite, vous verrez où on peut mettre des couleurs. Alors, le graphique à moustache, c'est important hein, quand même. Parce que ça va tout de suite dire s'il y a une ça va donner tout de suite l'intuition s'il y a une distinction significative. Parce que là, pour les hommes et les femmes, bon, là, c'est l'ancienneté, c'est pas très intéressant. Enfin, pourquoi pas, mais ce qui va être intéressant, c'est les salaires, par exemple. Vous savez bien les questions de salaire. Donc, si je prends le salaire ici, graphique à moustache du salaire, donc, eh ben, ici, alors, les données sont faites, c'est moi qui les ai créées, hein, donc elles sont sans doute un peu bizarres, mais on peut se dire que avec certitude que des variables sont différentes si jamais les rectangles ne se recoupent pas. Donc ça veut dire que le premier quartile, le troisième quartile sont différents. Donc si c'est aussi différent, il y a de fortes chances que si on fait les statistiques de différence de moyenne, on va trouver une différence de moyenne. Ici, la moyenne ou la médiane, elles sont en épais là. Eh ben, si elles sont très éloignées, on va se dire qu'il y a probablement une différence. Ensuite, on fera les calculs pour pouvoir calculer cette différence et faire un test de Student pour vérifier si vraiment il y a une différence significative. Donc, c'est une statistique descriptive, mais qui va nous donner tout de suite une première intuition pour voir si les variables qu'on étudie sont très différentes ou pas. Alors ici, c'est la rémunération en fonction du niveau de qualification. Et ici, comme il y a plusieurs niveaux de qualification, eh ben, on a un graphique à moustache avec 4 modalités. Donc, la modalité 1, c'est le niveau de qualification le plus faible, 2, plus élevé, 3 et 4, 4 étant la plus élevée. Donc, plus on a de diplômes ici, et plus on a de revenus en abscisse. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'impression qu'il n'y a pas... il y a une petite différence entre le niveau 1 et niveau 2. J'ai un peu de soucis avec la connexion, mais je vous suis. Merci. Monsieur, Oui, il sert à quoi le égalité à la fin pour les box plots? c'est true, c'est vrai. Horizontal égale true. Donc ça veut dire qu'on veut que ce soit horizontal.
Si je mets un F, je pense que ça doit le remettre voilà. False, true. Donc je l'ai remis droit. Par défaut, il se met verticalement. Et si je veux le mettre horizontalement, eh ben, il faut que je lui mette horizontal égale true. Ok. Si je mets vertical, qu'est-ce qui se passe? False, true. J'ai l'impression qu'il prend que horizontal comme option. Donc voilà. Ensuite, on peut continuer. Alors ensuite, ça va commencer à devenir plus intéressant. Ici, je vais découper. Dis-moi. Excusez-moi. Pourquoi le boxplot, le dernier boxplot, il fait 4 petits trucs? Parce que j'ai 4 niveaux de qualification. D'accord. Et donc, en fonction de ça, je vais te montrer la variable RH qualif. Tu vas voir. Pourquoi il ne me le donne pas? Copier. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Et donc, il me fait mon truc en fonction des 4 niveaux de qualification. Après, alors, je vais commencer à découper. Donc, si vous êtes des anglophones parfaits, subset, bah, a priori, ça veut dire sous-ensemble, quoi. Donc, en fait, c'est une extraction. On va garder qu'une partie du dossier RH1. Et qu'est-ce qu'on va garder? On va uniquement garder les lignes pour lesquelles on trouve dans la colonne sexe M. Donc, en fait, on va garder que les hommes. Donc, on fait une première on appelle ça une première requête. Et ça ressemble à des requêtes de type SQL, parce que R gère la grammaire SQL. Et ça sera important pour plus tard, parce que quand vous aurez des dossiers de 10 000 personnes ou de je ne sais pas combien de millions de personnes, bah, des fois, vous aurez besoin de dire, je vais prendre les gens entre 25 et 45 ans qui sont de tel département et qui ont tel ou tel âge. Et ben, vous combinez les in et vous pouvez comme ça filtrer un dossier et prendre uniquement les gens qui vous intéressent. Donc ici, j'ai pris que les hommes avec la fonction subset. Et normalement, j'ai un dossier avec plus que les hommes. Donc, je regarde mon dossier hommes et je vais regarder dans la colonne genre. Bah, vous voyez qu'il n'y a que des hommes. Donc, j'ai extrait les hommes de ma base de données où il y avait des hommes et des femmes. Je vais faire la même chose pour les femmes. Donc, il y a la correction, mais je vous montre. Je n'ai pas besoin de la correction, c'est symétrique. Subset, RH, sexe, in, F. Et là, je me retrouve avec les femmes. Donc, si je fais ce travail, c'est parce que je vais vouloir calculer la moyenne des femmes et la moyenne des hommes. Et je ne pouvais pas le faire à partir du dossier complet. Il aurait fallu que je fasse d'autres manipulations. Donc, en fait, c'est aussi un prétexte pour vous montrer comment on fait des extractions sur un dossier. Parce que je vais vous montrer après que tout ça est inutile, qu'il y a des fonctions qui permettent de faire tout ce qu'on veut en une seconde. Enfin, non, en un de seconde. Entrer un petit peu dans R. Est-ce que ça roule? Moi, il me dit que que j'ai un problème parce que mon argument est non numérique pour un opérateur binaire, alors que j'ai fait la même chose que vous. Tu peux me partager ton écran, s'il te plaît, Antoine? Ouais. Je regarde où est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas. Je crois que c'est bon. Hein. Alors, subset, team, RH, subset. Alors, ce que tu faisais avant, ça marchait bien? Oui. Alors, bah vas-y, refais-moi la 22 que je regarde ce qu'ils disent, parce que moi, j'ai pas d'erreur. Hein. Ça marche, hein, Antoine? C'est l'erreur que tu as fait, je pense que c'était dans
la mise en place du... Oui, c'était dans la mise en place du graphique à moustache. Le dernier graphique que tu as fait à moustache, il y avait une erreur parce que tu n'avais pas bien écrit... je ne sais pas ce qu'il y avait, mais bon. Ah oui, non, c'est parce que j'avais essayé de mettre, à la place de salaire, j'avais essayé de mettre les sexes en fonction des qualifications et ça n'avait pas voulu me le faire. Ouais. Donc, c'était ça l'erreur. Donc, ce que tu as fait là, ça marche. Tu peux regarder homme tout seul et tu vas voir qu'il va te sortir le dossier qu'avec les hommes. Il n'y a pas de ligne rouge. Donc, pour moi, c'est OK, quoi. Mais vérifie, s'il te plaît. Fais-moi apparaître, sélectionne homme, HOM, et puis run. Et puis, on va voir un dossier qu'avec les hommes. Voilà, il n'y a que MMM dans le dossier, dans la colonne sexe. Ok, Ensuite, d'accord, tu peux merci. refaire la même chose pour les femmes. Je reprends la main. Donc, du coup, quand on a un dossier uniquement avec les hommes, on va pouvoir calculer les statistiques descriptives. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le salaire moyen en particulier. Donc ici, je vais avoir turnover, enfin des informations RH. Et ce qui m'intéresse, c'est le salaire. Donc le salaire moyen, 3, 1, 18. Alors le salaire est donné en log, hein. C'est donné en logarithme, hein. C'est pour linéariser la variable. Ensuite, comme j'ai fait mon dossier femme, je dois pouvoir aussi calculer la même chose. Donc les données, ce qui va m'intéresser, c'est le salaire moyen. Donc pour les femmes, en log, il est à 3,14, alors que pour les hommes, il est à 3,18. Ensuite, on a déjà fait ça. Ensuite, je vais faire un truc qui vous paraîtra idiot, mais c'est parce qu'on veut apprendre à faire des choses. Je fais un rebind. Donc, je vais faire une concaténation en ligne. C'est-à-dire que je vais refusionner mon dossier avec les hommes et les femmes tous ensemble. Et je vais mettre les hommes en premier, les femmes en dernier. Et puis ensuite, je lui redemande de me montrer le dossier All. Et je me retrouve à nouveau avec 50 individus. Et puis, j'ai les hommes en premier et les femmes après. Donc là, j'ai refusionné avec un row bind. Donc, j'ai remis ensemble toutes les lignes. Row airbind, row bind. Donc, j'ai recollé toutes les lignes. Donc ça, vous comprenez bien, c'est du scolaire, hein. C'est pour vous apprendre à manipuler les premières manipulations de base de données. J'ai fait l'inverse avant, donc ça c'est pas très utile, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, trop fort, je vais faire un histogramme. Et vous allez voir, c'est vachement compliqué, hein. Histogramme dans le dossier All en fonction des salaires, découpé en 10 tranches. Et voilà. Donc voilà mon histogramme. J'aurais pu lui faire 15 tranches. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette distribution du point de vue statistique? Est-ce que c'est normal? Ça vous semble normal, un truc comme ça? Fanel, c'est normal ça? Est-ce que ça a l'air de ressembler à une courbe de Gauss, ça? Non. Donc c'est tronqué à gauche. Tronqué, ça veut dire que si on avait une courbe de Gauss, il faudrait qu'elle s'étende un peu plus à gauche parce que normalement elle est symétrique. C'est tronqué parce qu'on a un salaire minimum. Donc du coup, on ne peut pas aller vers des salaires plus bas. Donc du coup, si c'était une distribution normale, elle serait déjà tronquée sur la gauche. Alors ça se gère, mais en plus, non seulement elle est tronquée à gauche, mais de toute façon, elle n'est pas normale parce que, on verra après, c'est pas normal. Mais c'est normal que ce soit pas normal parce que les salaires sont distribués comme ça. Il y a une concentration des salaires au SMIC et un peu au-dessus, puis après, les salaires plus élevés, il y en a de moins en moins. Donc c'est une distribution normale des salaires, avec une grosse concentration sur le salaire minimum, et puis un peu au-dessus, et puis après, de moins en moins de salaires. Ensuite, qu'est-ce que je fabrique? Ah bah, je mets de la couleur.
Donc, je mets 4 break, donc c'est les modalités. Je mets la couleur bleue. Si je mets 15, j'aurai ça. Pourquoi c'est pas pareil que tout à l'heure? Et breaks. Ah, c'est la qualification, c'est pour ça, c'est pas les salaires, je comprenais pas. Je retrouve la même chose que tout à l'heure. Alors, les graphiques que vous obtenez, bah, vous pouvez les exporter. Hein. Donc, vous faites Save as Image, puis vous donnez histo salaire, et puis vous enregistrez, bah, vous voyez le directory, il envoie là où on vous demande, là où on demande. Donc, directory, vous pouvez le changer si vous voulez. Vous pouvez changer la taille, vous pouvez l'augmenter pour faire un très très gros truc. Donc après, ça fait des belles choses, hein. Un truc très précis. Bon, après, on verra comment on fait pour... donc, j'enregistre, save as, je modifie pas, save. Et donc, je vais dans mon dossier et je vais retrouver un PNG, voilà, 17h39, c'est à ce moment-là où je l'ai fait. Et donc, j'ai mon graphique. Interrompez-moi hein, si vous n'y arrivez pas. Ensuite, je fais Excusez-moi, pour le histogramme, quand vous avez mis 15, c'est pour la taille? C'est pour quoi le 15? C'est pour les classes, les modalités. Combien je fais de tranches. D'accord. Et donc là, c'est pour ça que dans le deuxième, 4, c'est aussi pour les modalités? 4, ouais. En fait, il fait 4 breaks, il fait 4 frontières, donc du coup, ça fait 3. Ok, d'accord, il fait 4. Ouais. Ok, Ça merci. fait 3 trucs. Ensuite, le summary en fonction de la qualif. Donc, c'est pareil, il donne la statistique descriptive en fonction du niveau de qualification. C'est pas très intéressant ici. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, plus intéressant, régression linéaire. Donc, on fait la régression linéaire du salaire en fonction de la qualif. Quand on a fait les graphiques à moustache, on a vu qu'on avait apparemment une bonne... que les salaires augmentaient en fonction de la qualification. Donc, je fais LM en fonction du salaire, qualif. Je vais chercher dans quoi? Dans Data Hall. Donc, je prends donc le dossier où il y a tout le monde. Et puis ensuite, Summary LM1 pour voir le détail de ma régression. Donc, normalement, on voit que la qualification, elle a une élasticité positive des revenus, des stats, niveau 8. Donc, ça veut dire que la qualification est significative et positive pour expliquer le niveau de salaire. Alors ça, il faudrait, avant de faire ça, hein, vérifier que les 6-7 hypothèses des MSO sont vérifiées. Je ne le fais pas, là. Hein. Moi, je fais de l'informatique, je ne fais pas de l'économétrie. Donc, je ne suis pas sûr que ce que je fais soit très propre, parce qu'il aurait fallu vérifier que toutes les variables étaient normales, etc. Chose que je ne fais pas. C'est juste pour vous montrer comment on fait une régression linéaire. Ensuite, qu'est-ce que je lui demande de faire? Bah, je vais faire le graphique, comme on avait déjà fait pour les rendements. Donc, je prends tout. Alors, plot, plot, c'est pour dessiner le graphe. Donc, il y a une première ligne de commande là, qui fait tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un nuage de points de la qualification en abscisse en fonction des salaires en ordonnée. Ensuite, le titre principal, ça va être qualification salaire. Je donne un nom XLab, je donne un titre à l'abscisse. YLab, je donne un titre à l'ordonnée. Et puis le pitch, c'est quoi comme symbole que je vais mettre, un point ou autre chose. Et puis sexe, CX, c'est la taille du truc. Donc je fais déjà la première 38-39. Donc j'ai mon nuage de points, qualification en fonction du salaire. Alors c'est un peu bizarre parce que la donnée qualification est une donnée entière, alors du coup ça donne ça. Et puis ensuite, je vais rajouter la blind.
Donc la blind, c'est la droite de régression qui est issue de la régression LM1. Et puis je veux dire que je la colorie en bleu. Et voilà. Ensuite, donc j'aurais pu augmenter la taille de ces machins-là. On va voir ce que ça fait si j'augmente la taille. Normalement, ça doit augmenter la taille des points. Voilà, vous voyez les étoiles. Alors, je peux exagérer hein, pour que vous voyez bien. Ensuite, je peux changer le pchit. Hein. Je peux mettre 1, ça va donner un truc différent. 0, je ne sais plus ce que ça donne. Je vais vous donner... voilà, c'est des carrés. Donc, le pchit, là, si je tape sur pchit R, plot R, je vais avoir tous les types, plot R. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? Un diamant rempli en 18. Voilà. Ensuite, on rajoute la blind. Je vais la changer. Je vais la mettre en rouge. Je pourrais la mettre en turquoise, comme j'aime bien. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du texte. Et ce qu'il y a de plutôt sympa dans R, c'est qu'on peut faire des graphiques quand même assez beaux. Et donc, on va coller past le texte, log salaire. On va le mettre où? Ah ben, on va le mettre en fonction des coordonnées du tableau. Donc 2,5 en abscisse, on va se retrouver ici. Et puis 3,4 ici. Donc le milieu du texte que je vais coller va se trouver ici. « 2,5, 3,4, il est au milieu des deux. Ensuite, donc, je lui ai dit de coller le texte entre guillemets. Et puis ensuite, je lui demande de donner un chiffre. Donc le chiffre, c'est quoi? Eh ben, c'est le coefficient, le premier coefficient de la régression linéaire. Donc c'est la constante. Intercept, c'est la constante. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? C'est de l'arrondir avec 3 chiffres derrière la virgule, round. Donc je lui demande de coller le texte log du salaire égal. Ensuite, je lui donne un chiffre. Où est-ce que je le mets? En coordonnées 2, 5, 3, 4. Et puis ensuite, je rajoute du texte avec les guillemets. Et puis je rajoute des chiffres en allant chercher les coefficients de ma régression. Donc dans la régression LM1, je veux le deuxième coefficient. Donc c'est l'élasticité qui se trouve devant qualification. Donc 0,4, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et puis je l'écris en bleu. Et puis je lui donne je vais l'écrire en gros. Et si je veux recommencer, en fait, je suis obligé de tout recommencer parce que ça se rajoute par-dessus. Ensuite, je rajoute un deuxième texte avec le R2 ajusté. Et puis je rajoute des quadrillages pour que ce soit joli. Et donc, pareil, hein, je peux exporter l'image. Save. Et puis, si je fais un document Word, je peux insérer mes images. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je n'ai pas demandé d'aller aussi loin. Insérer une image, cet appareil. Oui. Et puis, du coup, document, cours L3. C'est où? Cours L3 info, voilà. Ensuite, TD2000. Et puis voilà mes graphes. Hein. Hop. Et puis je peux insérer donc toutes mes images. Voilà. Alors, on continue. C'est par là.
Donc, est-ce que c'était ça? Non, c'est tout ce que j'ai fait. Alors ensuite, TD10. Donc, on en était où? Ah oui, maintenant je vais faire le test d'écart à la moyenne. Donc, quand on fait un test de student, on fait une valeur théorique en fonction d'une valeur empirique. Donc, quand on fait un test de student dans les régressions linéaires, on vérifie que le coefficient est différent de 0. Donc, la valeur théorique moins la valeur empirique sur la valeur théorique. Donc, du coup, on ne met jamais 0 parce que on s'en fout quand on fait le testat. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Non, j'ai une bêtise. C'est 0 moins la valeur empirique sur la variance du coefficient estimé. Et comme ça, on trouve la valeur du testat. Et donc, le testat, vous avez déjà dit, il doit valoir 2 en valeur absolue. Donc ici, on va supposer que la valeur théorique, ça va être la moyenne du salaire des hommes, moins la moyenne du salaire des femmes, divisé sur l'écart type de l'ensemble des salaires des hommes et des femmes. Et comme ça va nous permettre de calculer le testat. Donc pour pouvoir calculer tout ça, on va extraire des informations dont on a besoin. Donc ici, je retourne dans le dossier femmes, je prends les salaires et je veux prendre le salaire des femmes. Min, salaire femme. Et je dis que ça s'appelle M-slash. F, pardon. Donc là, j'ai le salaire moyen des femmes. J'avais vu, c'était 3,14, c'est bon. Le salaire des hommes, je me souviens, c'était 3,18. Je vérifie. 3,18. Ensuite, j'ai le nombre de femmes. Donc, je prends dans le dossier femmes, salaire, lens. Donc, combien il y a de personnes dans mon dossier. Donc, ça va me donner le nombre de femmes. 30. Pareil pour les hommes. Quelle est la longueur du dossier? Donc, les hommes, j'en avais 20, je crois. Ensuite, je vais calculer la variance du salaire des femmes. J'ai appelé ça var F. Je regarde ce que ça donne. Ensuite, la variance du salaire des hommes. Et puis ensuite, je vais calculer un truc un peu compliqué. C'est l'écart type de l'ensemble de mon échantillon, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Donc ça suit une formule, donc après il y a la théorie des statistiques derrière pour vérifier, mais je pourrais si je fais une recherche sur Internet, je peux vous retrouver la formule. On va se servir de toutes les informations qu'on a été récupérées avant. Donc moins 1, c'est moins 1, variance du salaire des femmes, le nombre de femmes, variance du salaire des hommes, le nombre de femmes plus le nombre d'hommes moins 2. Donc il y a une formule, et puis ça me donne une valeur. Donc 0,5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un autre calcul. Donc la valeur qu'on a trouvée là, on lui demande de multiplier par SQRT, donc c'est la racine, de 1 sur nombre de femmes plus 1 sur nombre d'hommes. Et ça donne une certaine valeur. 0,14. Et puis ensuite, on calcule le student. Donc, c'est la moyenne du salaire des femmes moins la moyenne du salaire des hommes sur la valeur qu'on vient de calculer. Donc, normalement, c'est l'écart type de l'ensemble de l'échantillon. Et donc, je dis que ça correspond à la valeur je dis que c'est student, donc, qui vaut moins 2,32. Comme j'avais mis le salaire des femmes en premier par rapport au salaire des hommes, ça veut dire que le salaire des femmes est plus petit. Et comme ça dépasse 2 en valeur absolue, ça veut dire que le salaire des femmes est significativement différent du salaire des hommes. Et puis ensuite, quand on sait se servir de R, toutes les étapes intermédiaires, on n'en a pas besoin. On fait un t-test, donc un test de student. Qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester le salaire des hommes par rapport au salaire des femmes, et on voudrait que ça soit égal. Donc on veut vérifier que c'est égal. Parce que sinon, on pourrait dire false, je pense, en disant est-ce qu'il est différent? Et on trouverait les valeurs inverses.
Donc, on fait le travail. Ensuite, on lui demande de nous dire ce qu'il y a dans le test. Donc, dans le test, il y a des informations qu'on avait déjà trouvées. La valeur du T-stat, elle est où? Elle est à 2,32. C'était la valeur qu'on avait trouvée ici. Donc, en fait, j'ai décomposé pour vous montrer d'où ça venait, le T-stat. Donc, ça vient de toutes ces formules avant, sauf que ces formules, elles sont intégrées dans un petit package, et puis on a juste besoin de lui donner les informations sur ce qu'on veut faire, et il nous donne les résultats. Il rappelle le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes, et comme ça, on a un test pour voir est-ce qu'il y a une différence entre le salaire des hommes et des femmes, et on voit que oui, il y a une différence. Et qu'on risque de se tromper à moins de 2,4%. Donc, on a vraiment peu de chances de se tromper, c'est-à-dire que l'écart moyen est significatif et on n'a pas beaucoup de chances de se tromper en disant que le salaire des femmes est plus faible que le salaire des hommes. Donc, c'est des données fictives. Hein. Alors, dites-moi, commentaire de votre part. Vous avez réussi à faire SDM, ça veut dire quoi? Je vais regarder. C'est l'écart type de l'ensemble de l'échantillon. J'ai un petit trou, donc il faut que je trouve test de student, écart à la moyenne. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, formule. Peut-être ça. Il faut juste que je retrouve... Qu'est-ce qui se passe avec mon Internet? Alors, test de student pour un échantillon indépendant. Alors, formule, donc la moyenne par rapport au groupe A au groupe B. La variance commune aux deux groupes. Donc, la T-stat est donnée par ça, ok. Donc ça, c'est la valeur qu'on calcule en dernier. Donc on avait calculé le S2. Donc le S2, c'est égal à ça. Donc NA, c'est le nombre de gens dans le groupe A. NB, le nombre de gens dans le groupe B. Ici, il manque... non, c'est pareil, il n'y a pas besoin de parenthèse. Alors, c'est pas assez précis, mais c'est ces formules-là, en fait, Antoine. Il faut rechercher les... Il faut juste rechercher la théorie du test d'écart à la moyenne de Student, et puis si tu creuses un petit peu, tu vas retrouver la théorie et la démonstration pour le faire. Mais c'est ces formules-là, quoi. Sauf que je les trouve un peu mal fichues, parce que X, c'est quoi déjà? Ah bon, ça fait pas partie... Moi, je vous montre comment on fait, et puis c'est ensuite en économétrie, les collègues, ils vous détailleront ça. Mais si vous voulez creuser, c'est pas dur de trouver sur Internet une explication de tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Et la variable SD-8 D majuscule, ça veut dire quoi? C'est pour calculer quoi, ça? Alors, SD-8. Donc, on a le SDEM et puis le SDM. Donc, tu vois, 1 sur N, NF, 1 sur N, machin. Donc, le carré de 1 sur N, F, tu vois, ça ressemble à ça. Copier. Si je reviens ici, le racine carrée, non mais ouais, ils font tout de suite. Hein. Nous, on a fait l'écart et puis ensuite, on avait calculé le dénominateur et puis ensuite, on avait rajouté le truc après. Tu vois, le SDM, il faudrait faire le lien entre les deux formules, en fait. J'essaie de te le montrer avec les deux ensemble. Aïe. Alors, moi, j'ai calculé SDM, donc c'est le ratio qui est en dessous, là. Et puis ensuite, pour calculer le... Non, c'est le SDD. Mais je n'ai pas révisé, Antoine. Regardez, c'est pas... Ouais, non, pas de souci, c'est pour savoir. Non, mais du coup, c'est juste, il faut trouver... c'est un test d'écart à la moyenne de Student. Et comme d'habitude, le test de Student, il y a des petits trucs un peu compliqués. Donc, on a le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes, mais il faut que, pour avoir le vrai salaire moyen des hommes ou des femmes,
il faut qu'on ait l'écart, qu'on ait la variance pour pouvoir se dire qu'on a 95% de penser que le salaire des hommes se trouve à plus ou moins 2 écarts types du salaire moyen. Tu comprends? La distribution normale, avec la loi de bien-aimé de Chebyshev, elle dit que si vous avez une distribution normale, vous devez trouver à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne 95% de la population. Donc ce qu'on cherche, c'est la valeur théorique de la moyenne. Et donc, si on a la valeur empirique pour avoir la valeur théorique, il faut qu'on ait l'écart type pour pouvoir se dire, bah voilà, on a 95% de chance de trouver que la moyenne, elle se trouve entre la moyenne empirique plus ou moins 2 écarts types. Tu me suis? Ouais, c'est bon. C'est vrai? Wow. Alors, test de flow anormal. Donc, comme on n'est pas sûr d'avoir la vraie moyenne, on fait une manipulation pour avoir la vraie moyenne. Et puis après, on fait la même chose pour les femmes. Et puis ensuite, on a l'écart type de l'échantillon des hommes et l'écart type de l'échantillon des femmes. Et pour pouvoir calculer l'écart, il faut qu'on ait l'écart type de l'ensemble. Et ça dépend aussi de la taille de l'échantillon. Et donc, on fait tous ces calculs. Et si tu veux, la théorie, je ne l'ai pas en tête, mais la formule est bonne ici, puisqu'on obtient le même résultat que ce que nous donne le logiciel. Sauf que ici, moi, je l'ai décomposé pour vous faire apprendre 2-3 fonctions et vous donner une petite illustration. Alors, TD10. J'ai fini. Qu'est-ce que je fais encore après? Variance test. Ah oui, on peut calculer la variance aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? On va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je ne sais plus ce que ça veut dire, ça. Économétriquement, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'ai honte. Je ne sais plus ce que ça veut dire, ça. Test de variance. Alors, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, ça va être intéressant. Copier. Alors, une des particularités de R, et ce qui fait sa puissance, c'est la vectorisation. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un truc lourd à faire. Il fallait découper le groupe des hommes et des femmes, puis ensuite calculer la moyenne des hommes et des femmes. Là, j'ai une fonction, T appli, et je lui dis, regarde dans le groupe où il y a tout le monde, regarde en fonction de la colonne de genre et calcule-moi la moyenne. Et il me donne un tableau avec la moyenne en fonction des hommes et des femmes du salaire. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Hein, j'essaie de vous expliquer en info. Plus on sait se servir de l'ordinateur et plus on peut aller vite en fait. Donc si jamais je vais salaire en fonction de qualification, comment j'avais écrit, normalement si je mets le dièse, il va me proposer, voilà. Ici on a le salaire en fonction de la qualif, et comme il y avait 4 qualifs, et bien, du coup il va nous calculer la moyenne en fonction de la qualif. Donc on voit, ça marche bien. Ensuite, t-test, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? C'est quoi la différence ici? J'ai une petite question au niveau des interprétations des résultats. Je voulais savoir pour les salaires, parce que ça donne 3,14 pour les femmes, 3,18 pour les hommes. Mais c'est quoi? C'est des coefficients ou c'est... Non, c'est le log des salaires. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il accepte l'exponentielle. Expon 3,14, 8,83. C'est bizarre mon truc. Parce que je prends, je ne sais plus ce que j'avais fait. Enfin, c'est complètement arbitraire hein, l'exercice. C'est le log, donc non, je ne sais pas, 23, ça ne correspond pas à grand chose. 3,14. Ah si, ça peut être le salaire moyen horaire. Mais c'est un peu élevé quand même.
Ensuite, on peut améliorer les graphes et présenter plusieurs graphes sur une même page. Donc ici, on va découper la représentation graphique en disant, tu vas mettre une ligne. En premier, c'est toujours les lignes, et en deuxième, c'est toujours les colonnes. Donc tu me mets une ligne, deux colonnes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre deux graphiques l'un à côté de l'autre. Et puis on peut mettre un titre pour l'ensemble des choses. On aurait pu faire l'inverse, mettre deux lignes et une colonne, donc on mettrait l'un en dessous de l'autre. On aurait pu en mettre autant qu'on veut. Hein. Là, on en met 4, 2, 2. Je vais refaire les mêmes. Excusez-moi, monsieur. Dis-moi. Est-ce que c'est possible que le var test ce soit le coefficient de détermination? Le quoi? Le coefficient de détermination qui se calcule avec les carrés des... Enfin, la somme des carrés expliqués, somme des carrés des résidus. C'est possible que ce soit ça? Honnêtement, je ne sais plus. Mais je crois pas. Je ne sais plus. À quoi ça sert la variance? Calcul de la variance. C'est pour vérifier que c'est normal ou je ne sais plus. Data homme-femme. Je ne sais plus, ça m'apprendra. Hypothèse, confidence, intervalle. Non, je suis désolé, je ne sais plus. Il faudra que vous regardiez test. Je n'ai pas envie de regarder tout de suite. J'aurais pas dû mettre ça. J'aurais dû rester au test d'écart à la moyenne plutôt que de rajouter des trucs. Je me souviens plus à quoi ça sert. D'accord, pas de souci. Désolé. Hein. Alors ensuite, on peut faire une régression avec plusieurs variables. Excusez-moi, moi je comprends pas. Quand j'ai essayé de faire les histogrammes, ça me crée pas comme vous les deux histogrammes collés, mais j'ai l'impression que ça me rajoute sur mon dernier graphique avec ma régression linéaire. Je comprends pas pourquoi. Bah, parce que montre-moi. Montre-moi. Toi. Alors, il y a une erreur. Non. J'ai fait tourner. Alors, Je comprends pas ce que j'ai fait tourner. Ça me fait plusieurs titres sur les mêmes. Là. Refais-moi voir la ligne 60, s'il te plaît. Toute seule? Ouais. Alors maintenant, bah, vas-y, fais la ligne 61. Que la ligne 61, ouais. Ouais, pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout sélectionner. Si tu mets ton curseur, ça suffit. Ouais. Et ton Je la mets curseur... sur la ligne 1 et ça marche? Enfin, la 60. Ouais. Alors, donc il y a un problème dans ton graphe. Oh, j'aurais dû mettre statistique. C'est quoi ce... pourquoi stade descriptif, c'est quoi tout ça là? Ah ouais, non, ok, ça y est, je crois que j'ai vu mon erreur. C'est bon. C'est quoi cette... C'est là parce que j'ai renommé en fait statistique descriptive. Moi, j'ai pas appelé all. Donc là, j'aurais dû peut-être mettre stat ici. Ouais. Ok, d'accord. Et réduit, ce qui est bien, c'est de réduire les noms, hein, plutôt que de... Parce qu'après, tu as du mal à le faire. Essaie de... Ouais. Alors, stade descriptif, salaire... C'est quoi ce crochet là qu'il y a? Pourquoi il y a un crochet là entre salaire et stade descriptif là? Je comprends pas le Je sais pas, crochet. j'ai copié-collé la formule qui était sur votre site. Non, il n'y a pas de crochet. Attends, si. Qu'est-ce qu'on fait? Un histogramme là? Ouais. Oui, bah c'est bon, ça marche, Antoine. Ok, mais ça me les a fait tout à plat. Oui, parce qu'on en a mis 4. On en met 2 sur 2. Vas-y, refais tourner la 61 et la 62, tu vas en mettre 4. Donc je me mets là. Et je vais tourner. Encore un. On s'en fout. C'est normal qu'il soit moche comme ça? Oui, c'est ce qu'on lui a demandé. D'accord. Et après, j'essaie d'en avoir un deuxième. Ok, d'accord. Là, okay. mets-le en tout grand. Appuie sur le rectangle, sur le carré du côté graphique. Celui-ci? Ouais, ça, ouais. Ensuite, tu peux l'exporter ou tu peux zoomer. Appuie sur zoom. Sur zoom. Attends, je cherche, ouais. Ok, d'accord. Après, ok, d'accord. Merci. Ah, moi, je ne l'ai même pas vu le zoom. Tu l'as fait? Ouais. Putain, mais ça ne marche pas. Refais zoom, je ne vois pas le zoom, moi. Alors, attendez, je recommence, je referme, je refais zoom.
Vous voyez quand je bouge mon curseur? Ouais, bah, là, je le fais, moi, ça me l'affiche. Ah, parce que tu n'as pas partagé tous tes écrans, tu n'as partagé que l'écran sur lequel tu Ah bosses. oui. Mais ok, c'est pas un souci. Je te crois Ok. sur parole, hein. Ça marche. Alors, Ok, donc ensuite, tu peux revenir sur tes lignes, et puis tu peux dire que tu veux deux graphiques sur la même ligne. Donc là, tu vas changer le parent flow. Tu vas mettre donc ligne 1 je cherche. Hein. sur la ligne 60. Ok. Si tu mets le 1 à la place de 2, vas-y, fais tourner, CTRL R, CTRL entrée, vas-y, CTRL entrée, et puis encore. Ouais, faut. D'accord. Voilà. Donc ensuite, ça permet de faire des très belles pages de travail, si tu veux. Si tu as une annexe statistique ou je sais pas quoi avec des graphiques, tu peux tout aligner automatiquement. Enfin, ça commence à être sympa. Et puis on peut changer la couleur, etc. Et puis renommer comme on veut les titres, etc. Alors, qu'est-ce que D'accord, merci. Ouais, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore en stock? Ah oui, donc la régression linéaire avec plusieurs variables. Donc c'est une régression multivariable, multivariée. Donc on va essayer d'expliquer le salaire en fonction de la qualification et du genre. Est-ce que le fait d'être homme ou femme, ça a une influence sur... Donc on introduit une variable qualitative avec des variables quantitatives. Donc on appelle ça aussi en économétrie une demi, une variable instrumentale. Demi. C'est quoi ça? C'est un mannequin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Demi. Variable instrumentale. Une demi. Donc, c'est pour pouvoir signifier si on est homme ou femme et voir si ça joue, quoi. Donc, je fais tourner ma régression, puis je regarde ce qui se passe. Et puis, par rapport à ce qu'on avait vu avant, on savait qu'il y avait une différence significative des moyennes entre le salaire des hommes et des femmes. Donc, quand on fait la régression, on doit se douter que la variable de genre doit avoir une influence significative. Et quand on fait une régression sur une variable qualitative, bah, en fait, R, il va garder la modalité la plus significative, et puis donc il va garder la variable homme. Donc c'est comme s'il mettait 1 pour homme et puis 0 pour femme. Et donc cette variable, eh ben, elle explique que les salaires sont légèrement plus élevés pour les hommes parce qu'on a une élasticité qui est positive, et puis on a un T-stat qui est supérieur à 2, et donc on a une probabilité de se tromper qui est inférieure enfin, qui est à peine plus de 1%. Donc ça veut dire que on vérifie par là que le fait d'être homme ou femme, ça modifie le niveau de salaire, et que si on est un homme, on est mieux payé avec ces données-là. Donc on a commencé à faire une régression multivariable. On a deux variables, et puis en plus j'ai introduit un truc, une variable qualitative, donc elle va prendre 0 ou 1 dans ce cas-là. Alors ça pourrait être une variable avec plus de choses, plus de modalités, et il y aurait, ça serait un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'ai encore? Data. Et là, je remets encore plus de variables. Je rajoute l'ancienneté. Est-ce que ça donne toujours des résultats cohérents? Donc l'ancienneté, là. Donc l'ancienneté, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'étoiles. Donc quand il y a 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a pratiquement zéro risque de se tromper. Quand il y a 2 étoiles, c'est qu'il y a à peu près 1% pardon, il y a 10% de risque de se tromper. Ah, j'inverse. Plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Donc s'il y a 2 étoiles, c'est un peu moins de 10%. Et s'il y a une seule étoile, c'est 1%. Je m'en mêle. Pardon, il y a la signification des étoiles en dessous. Quand il y a 3 étoiles, c'est que vous avez moins de 1 millionième de chance de vous tromper. Quand il y en a 2, c'est 1%. Et quand il n'y a plus qu'une seule étoile, c'est moins de 5%. Et quand vous avez un point, c'est que vous êtes juste en dessous de 10%. Donc c'est le dernier truc qu'on peut accepter de commenter. Donc s'il y avait un point ici, ça voudrait dire que c'est significatif, mais qu'on pourrait se tromper avec un peu plus, quoi.
Donc plus il y a d'étoiles, et moins on risque de te tromper. Et ça correspond à la probabilité, puisque ici, en fait, c'est 0, 0, 0. Ici, c'est à peu près 0, 0 aussi. Puis là, c'est 0, 1. Et donc, l'ancienneté ne joue pas. Mais ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait il semblait y avoir une relation, enfin, que les hommes avaient plus d'ancienneté que les femmes. On avait vu ça tout à l'heure. Donc, les femmes avaient moins d'ancienneté que les hommes. Donc, du coup, c'est normal que la variable ancienneté ne marche pas parce qu'elle doit être corrélée à la variable genre. Et donc, quand une variable est corrélée à une autre variable, il y a un phénomène de multicollinéarité. C'est-à-dire que si les variables donnent la même information, elles peuvent se perturber les unes les autres. Il y en a une qui va bouffer toute l'information, ou même les deux vont même perturber l'information qu'on ne pourra plus voir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier s'il n'y a pas un risque de collinéarité. Et pour ça, il faut faire des matrices de corrélation. Comment je fais la matrice de corrélation sous R? Matrice de corrélation R. Alors, comment on fait déjà? Comment on l'appelle? Ça va pas être bien compliqué. Eh ben, c'est pas rapide. Hein. Voilà. Alors, il y a différents types de calculs de corrélation. Nous, généralement, je crois qu'on prend Pearson, je crois. Et donc, on va regarder dans la matrice X. Nous, la matrice, c'est Hall. Alors, le problème, c'est que dans Hall, il n'y a pas que des trucs numériques. Donc, il faudrait que je recrée une variable avec que les trucs numériques. Alors, ça, c'est casse-pied parce que, en fait, il faudrait que je transforme le genre en mettant 1 pour les hommes, 0 pour les femmes ou inversement. Et comme ça, je pourrais faire le travail. Mais ça, je ne le ferai pas du coup tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Une régression encore plus compliquée, avec plus de variables. Donc, je prends toutes les variables que j'ai. Ensuite, je regarde ça. Donc, qu'est-ce que je dis là? Bah, ici, la variable de genre est toujours significative, celle de la qualification aussi, et le turnover aussi. Alors, le turnover, ça veut dire que normalement, on change beaucoup de boîtes. Donc, ça voudrait dire que pour pouvoir augmenter son salaire, il faut accepter de changer de boîte. Ce qui est assez cohérent avec dans mon monde que je viens de créer avec mes data, là, c'est cohérent avec le fait qu'on sait globalement en France que le marché externe est plus fort que le marché interne. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez progresser, bah, il faut accepter de changer de boîte, quoi. La progression interne est moins évidente que la progression externe. Parce qu'en fait, on négocie plus facilement son salaire lorsqu'on est en période d'embauche. Une fois que vous êtes embauché, pour renégocier votre salaire, c'est compliqué. Alors après, c'est plus facile quand on vient vous chercher, quoi. Alors là, je remets encore une variable supplémentaire, des jours d'arrêt. Donc là, quand je mets trop de variables, en fait, on commence à perdre un petit peu d'infos. Les T-stats, ça c'est toujours significatif. Pourquoi? Ah oui, je me demandais pourquoi je n'arrivais plus à avoir toutes les infos. Je n'avais plus toutes les étoiles, parce qu'en fait, elles sont passées en dessous. Donc la qualification, ça reste significatif, puisque c'est supérieur à 2. Le sexe, toujours significatif. Par contre, l'ancienneté, pas significatif. Le turnover, c'est plus très clair. Et puis, les jours d'arrêt, ils ont un impact négatif et qui est significatif à moins de 10%. Donc ici, on a le point pour dire que bah, c'est inférieur à... On a 6,7% de risque de se tromper, quoi. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? J'ai entendu un micro qui... Alors ensuite, si jamais vous me faites un travail avec R et que vous voulez m'envoyer ça, eh ben, il y a une fonction qui s'appelle xtable.
Et ça, c'est quand même assez joli, quoi. XTable, est-ce que je l'ai? Alors, ouais, je l'ai. Et en fait, on va transformer la présentation qui est moche sous R en une jolie présentation. On va lui demander d'écrire sous forme de LaTeX le résultat de l'équation économétrique. Et donc ici, il a généré le code LaTeX pour pouvoir mettre une belle table dans LaTeX. Donc on ouvre un document LaTeX, fichier nouveau, on va l'enregistrer, on va lui donner un nom. Session 2, c'est pas ça. Donc, tableau MCO, .tech. Et puis ici, assistant, nouveau document, tableau. OK. Et puis, je colle le code qui a été généré. Et voilà, j'ai une belle régression. Excusez-moi, LM5, je n'ai pas compris à quoi il servait le LM5 en fait, parce que À chaque fois que je fais une régression, je lui donne un nom. Et comme c'était la 5e régression, je l'ai appelé LM5. D'accord, oui, mais par rapport aux autres, je ne comprends pas la construction, parce que à chaque fois on rajoute une variable, on met un plus, ça j'ai compris. Après, il y a $ et vous rajoutez entre guillemets jour d'arrêt. Ouais, parce que y a des accents et il y a des guillemets, il y a des apostrophes. Et donc, il va pas aimer. Attends, si je le fais autrement, si je le mets comme les autres, il va jamais passer. Je pense que c'est à cause du guillemet que j'étais obligé de l'écrire comme ça. Alors, virgule. Si je le fais comme ça, il va pas passer. Attends. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Il passe directement au suivant. Tu vois, une expected symbol. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, le turnover, là, comme il fallait écrire les jours d'arrêt, il ne faut pas écrire des variables comme ça. Il faut essayer de les renommer pour éviter de mettre des apostrophes. Parce que du coup, si on fait ça, on est presque sûr qu'il va se fâcher, quoi. Et donc, jour d'arrêt. Voilà. C'est à cause de l'apostrophe de jour d'arrêt, là. Et puis, je ne sais pas s'il apprécie aussi beaucoup l'espace. Donc, il faut absolument lui signifier que c'est une chaîne de caractères. Et c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Sinon, il le digérera jamais. Donc, j'ai fait 5 régressions. Donc, je prends l'habitude de toujours... en fait, lundi, les gens m'ont dit « Mais monsieur, ça ne marche pas, il n'y a rien. » Donc, quand je fais ça, il n'y a rien, oui. Parce que je lui dis de mettre le résultat dans LM2. Donc, si je veux voir la régression LM2, il faut que je lui demande de me le montrer. Et donc, si je lui demande LM2, il ne me montre pas grand-chose. Il met juste les valeurs des élasticités, quoi. Et pour pouvoir avoir plus de détails, il faut que je lui demande de faire summary. Et là, il me donne tout. Mais c'est assez moche. Et puis, vous ne pouvez pas copier ça comme ça dans R. Copier. Hop, vous faites le bourrin. Puis hop. Bah, voilà ce que ça donne, quoi. C'est pas très très joli, quoi. Donc, et si vous voulez faire des tableaux, c'est compliqué. Parce qu'il faut écrire pas mal de trucs, begin, tabular, etc., faire des slash, machin. Donc, tiens, ici, je mettrais déjà bien... Je vais essayer de mettre des trucs en plus. Je vais mettre un truc en plus. Voilà. Et le beau tableau sur la tech, vous l'avez fait comment, du coup? Ah bah, ça, c'est mon secret. Hein. Attends, je joue un petit peu, puis après, je te dis. Je suis en train de mettre des barres verticales pour que le tableau soit plus joli. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Je vais demander d'aller me chercher un package qui s'appelle Xtable. Et c'est le Xtable qui transforme les tables R en format LaTeX pour pouvoir avoir de beaux tableaux de régression dans LaTeX.
D'accord, donc le Xtable, c'est pour c'est à R que je lui demande. Je peux le C'est- mettre tout en haut avec les autres requires? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est la bonne pratique, mettre tous les requis au même endroit. Comme ça, on démarre et puis comme ça, on voit s'il y a un problème tout de suite. Si on voit qu'il manque un package ou que ça a été mal fichu. Et pareil, pour l'install package, on pourrait faire copier. Donc, si jamais les packages ne sont pas installés, vous pouvez faire un truc comme ça. Donc ça, c'est pour installer plusieurs packages en même temps. Je ne sais pas quoi, moi. Install tool. Fable, je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous. Fable. Pour installer plusieurs packages en même temps, si jamais vous n'avez pas d'installation qui sont propres, donc G2F, d'accord, je ne sais pas du tout ce que c'est, je m'en moque. Hein. C'est juste pour vous montrer, donc je vais installer des packages dont je n'ai pas besoin. Donc là, j'installe à la volée 2 packages. Donc install package, entre parenthèses C, c'est pour dire qu'il y aura plusieurs choses que je vais faire en même temps. Et là, du coup, j'installe. Donc là, il voudrait que je redémarre. Et après, il suffit de copier-coller les lignes de code de R ou faut copier qu'est-ce qu'il faut copier-coller pour que ça soit bien sur la tech du coup? Il faut copier, regarde. On va lui demander génère Xtable LM5. Et il va générer le code ici. Donc j'enlève les saletés que j'avais faites tout à l'heure là. Donc j'ai remis le tableau que j'avais tout à l'heure. Alors il y a juste un petit problème. Pourquoi? Ah oui, c'est à cause de ça. Il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est que c'est vert. Ça ne devrait pas être vert comme ça. Ça devient vert ici avec les dollars. Si je remets un dollar. Ouais, c'est ça. Alors le problème, il y a un petit problème dans la présentation, c'est que quand on écrit le tableau, il met des dollars dans la tech. Et le problème, c'est que le dollar, c'est un mot réservé dans la tech. C'est pour dire ça après, ça va être des mathématiques. Donc tout ce qui sera après, ça sera des mathématiques. Et sauf que dans R, ça sert à autre chose. Ça sert à faire autre chose. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce que j'ai besoin de ça? Ah oui, c'est parce que ici, j'ai des trucs mathématiques, en fait. Mais je dois pouvoir y arriver en faisant un truc mieux. Voilà. Ouais, c'est pas tout à fait parfait la traduction. Je sais pas si vous avez compris. Quand je mets des dollars, ça veut dire à la tech qu'à l'intérieur de ça, ça va être des mathématiques. Et ici, comme j'ai un supérieur, j'ai des valeurs absolues là, et ben ça pourrait le perturber. Est-ce que ça le perturbe autant que ça d'ailleurs? Parce que ça me plaisait pas de voir tout en vert. Non, ça passe aussi. Hein. Non, il y a des trucs des fois quand ils transforment la table, ils rajoutent des trucs qu'on n'en a pas besoin. Ouais, ça marche. Donc ici, il y avait des dollars là qui m'ennuient un peu. En fait, on peut les enlever. Mais en fait, ça dépend parce que des fois, la limite avec R et la tech et tout ça, c'est que des fois, il y a des packages qui ne sont pas tout à fait raccords. C'est-à-dire qu'il y a des façons de programmer qui étaient vraies pour une version antérieure de la tech. Et puis après, ça va peut-être pas complètement marcher ou il faudra bricoler un petit peu pour avoir un résultat qui soit parfait. Mais ça marchait bien. Hein. Simplement, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est qu'ici, il y avait du vert. Et quand il y a du vert en excès, ça ne me convient pas, parce que c'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas bien écrit. Quoi. Donc, j'ai pris LM5, mais j'aurais très bien pu aussi prendre LM1, donc faire un Xtable LM1. Refais mon équation, mon tableau. J'aimerais bien enlever les dollars, il m'ennuie avec ça. Mais bon, c'est pas très grave.
Et puis, je trouve ça un petit peu moche pour pouvoir rajouter des traits verticaux. Il faut que je me mette ici. Et puis, je fais Alt Gras 6. Alt Gras 6. C'est un peu casse-pied, ça. Mais bon. Je ne sais plus s'il n'y a pas des options à un moment donné pour pouvoir transformer ça et lui demander de le faire automatiquement. Et voilà. Ensuite, il faudrait mettre table, etc. avec le nom de la table, un titre et tout ce qu'il faut. Vous avez réussi à suivre? Hormis les petits trucs de statistiques. Allô? Vous avez tous réussi à faire votre truc sous la tech? Là, je pourrais rajouter encore les images que j'avais tout à l'heure. Donc la tech, Non, j'ai pas réussi à faire ça sur la tech. include graphic file. Donc là, c'est énorme. Hein. Donc on va réduire l'échelle. Donc le square 0,1, on va mettre 0,3 pour voir ce que ça donne. Voilà. 0,3, c'est un peu petit, on va mettre 0,5. Et puis sinon, on pourrait faire autrement. On pourrait tout de suite... voilà, c'est pas mal, 0,5. Alors après, il faudra améliorer le titre, parce que là, c'est un peu moche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À la place de faire Squel, on peut lui demander de faire en fonction de la taille et de la hauteur. Alors, on va lui dire h height. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il l'accepte, ça? Non, il n'accepte pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai renversé, le truc. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Alors, je vais chercher longueur, largeur des graphiques sous R. Longueur, largeur, plot, LaTeX. Non, c'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Width. Width. Il va bien me la donner. Voilà. Donc on peut soit zoomer avec le square, soit définir exactement la taille qu'on veut en largeur et en longueur. Il faut juste que je retrouve les lignes de commande. Le width, il est où? Begin figure, il est où le width? Ah là voilà. Hop. Ah oui, il s'est mis à côté, c'est pour ça, je comprends. Donc je fais un saut de ligne avec //. Donc là, j'ai modifié la taille de façon absolue hein, en centimètres. Donc j'ai dit que ça faisait 9 cm. Donc la largeur, ça va faire à peu près 18. Je vais mettre 16. La hauteur, je vais mettre 8. Après, je pourrais centrer. Hein. Je mets tout ça dans un LaTeX environnement center. Et puis, je pourrais encore faire le titre, etc. Vous m'avez suivi? Allô?
Moi, j'en suis au tableau sur la tech. Par contre, moi, c'est pas écrit en vert, mais ça marche. En fait, j'avais pas histoire de dollars avec les équations. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ça marche quand même. Bah, écoute, tant mieux. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait une mise à jour de ma version de LaTeX ou de je sais pas quoi, ou bien de R, je sais pas. Mais bon, du coup, ouais, c'est juste un petit peu gênant parce que quand on voit du vert comme ça, normalement, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal, quoi. Donc moi, ça me dérange parce que j'ai l'habitude, voilà. Ensuite, bah, je vous avais montré ce qu'il fallait faire en termes de titre et puis de pagination. Enfin, et vous pouvez avoir des super documents, quoi. Vous pouvez avoir des super documents. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai réfléchi au sujet, là, parce que M. Lopez demandait des sujets pour les L3. Ouais, j'aurais bien fait un truc, je ne sais plus si j'avais dit, enfin, soit faire de la prévision pour le PIB, et aussi en quantitatif aussi, essayer de faire de la finance et écrire des petits algorithmes sous VBA ou sous R pour voir si on est capable d'avoir une politique de placement où on pourrait battre le marché. Donc, se servir des algorithmes, quoi. Écrire des petites règles de placement. Qu'est-ce que je veux dire? Il est l'heure. Si vous voulez continuer à discuter, moi, ça va. On peut discuter 5 minutes encore si vous voulez. Sinon, on peut s'arrêter là. Antoine, tu as réussi à tout faire? Je m'adresse à toi puisque tu me réponds. Ouais, ça va. Bah, après, moi, j'ai juste mis le tableau là sur la tech. J'ai pas mis les graphiques. Mais pour les graphiques, j'ai pas vu comment vous aviez fait. Vous avez fait comme d'hab, copier sur Paint et enregistrer en PNG. Non, il n'y a pas besoin là de toute façon. Bah oui, j'ai copié en PNG dans le dossier. Puis ensuite, je vais le remettre en discussion. Donc le seul truc que j'ai changé, c'est, je ne sais plus si je l'avais déjà fait, c'est que j'ai modifié la largeur de façon arbitraire en mettant un width pour la largeur et puis un height pour la hauteur à la place du swell. Soit on peut modifier les choses avec l'échelle, et finalement on obtient quasiment la même chose, hein. Avec l'échelle ou avec le width, c'est pratiquement la même chose, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir un graphique qui tient tranquillement dans la largeur de la page. Donc, comme d'habitude, je fais un LaTeX, include graphic file. Je vais chercher mon dossier. OK. Et puis, je le lance. Généralement, il va être trop gros. Non, celui-ci à peu près de la bonne taille. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu décalé. Donc, je vais sélectionner tout ça puis lui demander de me le mettre au milieu avec un environnement center. En fait, il est un peu décalé, c'est à cause de l'image, parce qu'implicitement, il y a une image qui va jusque-là. Donc, comme il y a les chiffres sur le côté, là, on a l'impression que ça décale. Alors, si on veut pas que ça décale, comme ça, on peut jouer. On peut se casser la tête à essayer de ramener un peu l'image vers la gauche. Donc, on va faire un hash space, donc horizontal space. Et on va lui dire qu'on veut réduire un petit peu, moins 0,5 EM. On va voir ce qu'il fait. Alors, c'était pas assez significatif, mais je vais lui mettre un peu plus. Voilà, il me semble qu'on voit qu'il a reculé un peu. Voilà. Donc ensuite, on peut centrer, parce qu'en fait, l'image, elle déborde à cause de l'échelle ici. Donc quand on la centre, on a l'impression qu'elle est pas centrée. Donc ensuite, on peut la réajuster en mettant un hash space. Donc c'est hash space, c'est horizontal. Ajouter un espace horizontal. Et donc vous pouvez mettre un positif, ça va le pousser vers la droite. Et si vous mettez un négatif, ça va le tirer vers la gauche. Et puis ensuite, on peut rajouter environnement table. Alors, c'est pas une table, d'ailleurs, c'est une figure. Bon, tant pis. Graphique à moustache. Alors, c'est pas une table, c'est un graphe. C'est quoi ça? C'est image.
Non, c'est quoi qu'est-ce que je dois mettre là? Je sais plus. Je vais rechercher la tech environnement. Figure. Du coup, figure ici aussi. Et puis je vous avais montré comment franciser, parce que normalement c'est pas figure, c'est image, quoi. Voilà, mais en tout cas ça fait des documents superbes, hein. Quand on prend un peu le temps, ça vous donne des jolies choses, quoi. Est-ce que c'est bon? Vous avez tous réussi à faire rapport à ce que j'ai fait? Alors je peux vous redonner violemment le script. Alors je vais pas faire comme ça, je vais enregistrer, save as. Donc c'est quelle séance? Je sais plus moi. TD10. Alors du coup j'avais déjà un truc, je vais changer. TD10, je vais mettre un 1 en plus. TD101. Et puis je vais partager ça comme ça. Le script. Alors je l'ai mis où? Non, c'est pas ça. Mon script, il est... Est-ce qu'il l'accepte? Il a l'air de l'accepter. Il n'a pas l'air de me rejeter, je crois. Vous avez reçu... alors du coup, forcément, c'est pas tout à fait bon pour vous, hein, mais ça vous permet d'éviter les petites erreurs. Oui, en fait, la différence, c'est surtout sur le chargement, parce qu'après, ça suit. Hein. Vous avez reçu le TD, le script? Fanel, tu as réussi à tout faire? Et puis après, si vous êtes très motivé, bah, vous pouvez tout refaire sous SAS. Il y a la correction qui est là. Alors c'est pareil, il faut changer le chargement au départ, mais après ça suit, quoi. Et donc c'est pareil, on peut faire le test. Soit on le fait bêtement en décomposant tout, soit on le fait en se servant des fonctions de SAS. Ah, c'était pas parti. Voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Si jamais